Mathias Obwald est né pas très loin d'ici, à Lausanne, en 1979, et continue d'y vivre aujourd'hui. Son premier roman, Hérité du silence, publié aux éditions d'Autre part en 2018, lui a valu le prix du public RTS en 2019. Avec Catherine Favre et Benjamin Pécou, il fait partie du collectif d'auteurs Caractère Mobile, avec qui il a résidé à la Fondation Jan Michalski à Montrichet. Il a aussi été résident à la Cité des Arts de Paris et à l'Institut suisse de Rome. Il se consacre actuellement à la fin de l'écriture de son deuxième roman, Cousu pour toi. Je précise que la résidence de Mathias Obwald est soutenue par le canton de Vaud. Bonjour, bonsoir. Comme Sophie l'a dit, et Sophie que je profite de remercier pour son accueil magnifique ici dans ce non moins magnifique plateau de l'Avenue, je vais lire un extrait de ce roman Cousu pour toi que je suis en train de finir d'écrire, donc de relire, donc de corriger, donc de réécrire. Et voilà, mon but c'est peut-être de le finir ici, enfin on ne sait jamais, touchons du bois. En guise d'introduction et de conclusion, je vous propose de regarder un peu la télévision. Bienvenue à Viva. Jeudi 1er décembre, journée mondiale du sida. L'occasion pour Viva de réfléchir sur un rituel nouveau suscité par cette impitoyable maladie. Un rituel inventé en Amérique en 87, mais qui a des racines très profondes européennes, puisqu'il s'agit de l'habitude qu'avaient les femmes d'utiliser les vieux bouts de tissu pour confectionner par exemple des couvertures. Un rituel qui a été ensuite importé par les pionniers en Amérique et qui nous revient maintenant sous cette forme inattendue. Le patchwork, le quilt du sida, eh bien, ce sont des rectangles de 90 cm sur 180 cm qui sont brodés, décorés, peints par les proches d'un disparu du sida. C'est donc toute la mémoire de quelqu'un qui est symbolisée dans cette espèce de tableau très chargé de l'affectivité des gens qui l'ont confectionné. Et puis ces panneaux ensuite sont assemblés par 8 et déployés solennellement en public. Ils voyagent, ils sont le porteur de la douleur, ils rappellent aussi à ceux qui voudraient oublier tous ces morts dont beaucoup ont été prématurés puisque les enfants sont souvent enterrés, hélas, avant leurs parents. Alors ces quilts sont artisanaux ou artistiques, naïfs ou très sophistiqués, peu importe, mais tous sont porteurs de cette douleur, de cette mémoire, et ils racontent des choses fortes. Voici, vu avec beaucoup d'émotion et de tendresse par Antoine Bordier, Patchwork du sida, l'adieu amoureux. Voilà, c'est un extrait d'une émission de la télévision suisse romande de 1994. Et je vais vous lire maintenant ce qui est ou sera le début de ce roman qui s'appelle Cousu pour toi. La nuit, les basses s'échappent par bouffées des bars latinos de la Langstrasse. Les rires des prostituées, les éclats de voix des mecs bourrés montent de la rue, résonnent entre les immeubles et entrent par la fenêtre de la mansarde qu'Alexander laisse ouverte la nuit pour que la ville ne l'abandonne pas. Ce matin, il est réveillé par le carillon d'un tram qui prend le virage de l'Helvetiaplatz. Alexander garde les yeux fermés et retire son duvet d'un geste lent, offrant son corps nu au soleil printanier, filtré par le feuillage des plantes sur le rebord de la fenêtre. Il pose sa main droite sur son bas-ventre, la gauche sur son cœur. La douceur le gagne, les muscles de ses cuisses sont détendus, son érection matinale s'estompe. Il essaye de ralentir les battements de son cœur en contrôlant sa respiration. Il visualise son sang, pompé et relâché avec vigueur, de l'artère pulmonaire aux bronches, toutes alvéoles ouvertes, les globules, rouges et blancs, abondent, circulent, flottent, et cachés quelque part dans les lymphocytes ou les macrophages, le virus dort encore.
Tu as passé une bonne nuit ? Moi, ça va, mais j'ai rêvé qu'il y avait un orage terrible sur la ville. C'est chaque matin la même chose. Alexander commence sa journée comme il la terminera, en discutant avec l'intrus qui habite en lui. Il lui parle de ses projets et lui répète les termes d'un pacte de non-agression qu'il a signé avec lui dès son diagnostic connu. Je ne me bats pas contre toi, et toi, tu ne t'attaques pas à moi. Alexander ouvre les yeux. Les corps flottants de l'humeur vitrée se confondent avec les fibres de papier du plafonnier japonais au-dessus de sa tête. Les cris des enfants, dans la cour de l'école voisine de la Kernstrasse, se répercutent contre les murs de sa chambre. Il tente d'isoler une voix, dans le brouhaha joyeux, et essaye d'imaginer le visage de l'enfant à qui elle appartient, mais la voix est chassée par un jeu de loup ou étouffée par une baston entre garçons. Il détache ses yeux du luminaire et tente de suivre les contours imprécis des meubles et des objets pour en dresser un inventaire myope. Les livres fusionnés par couleur dans la bibliothèque, le mannequin de couture sans tête et sans jambes, la petite masse noire et endormie de Potemkin dans le creux du fauteuil pourpre, et sur l'établi coincé dans la mansarde la machine à coudre de Thomas, suffocant sous sa housse de plastique. Les doigts d'Alexander tâtonnent à l'aveugle, entrent en contact avec le métal froid de la boîte à thé devenue boîte à capote, et attrape ses lunettes repliées sur Mars de Fritz Thorn, son livre de chevet. La sonnerie retentit dans la cour d'école, les voix s'atténuent et se taisent complètement. Il y voit plus clair, il peut se lever. Thomas avait choisi des couleurs chaudes pour égayer leur cuisine sombre et où il fait toujours frais, même en plein été. La table en formica jaune, une paroi peinte en orange, un poster de Keith Haring avec son bonhomme rose qui retient la tour de Pise. Le carrelage est glacé sous ses pieds. Alexander fait quelques étirements en utilisant l'évier comme une barre d'assouplissement sous le regard de Thomas, souriant en photo sur le frigo. Ses ciseaux de couturier brandis devant lui dans une pose de défiance à l'objectif et à la postérité. Point de flex, point de flex, point de flex. On jette des bouteilles dans le conteneur à verre dans la cour. Alexander improvise quelques pas. Les relents d'alcool parviennent jusqu'à lui. Il tourne sur lui-même de plus en plus vite, puis s'arrête d'un coup. Il se retient au plateau de la table et surprend son reflet déformé dans la boîte à café en fer blanc. Pour se distraire de lui-même, il allume la radio. Il reconnaît instantanément le solo de batterie et la voix drapeuse de Springsteen. I was unrecognizable to myself, so my reflection in a window and didn't know my own face. C'est la bande originale de Philadelphia que tout le monde avait vue et qu'il s'était épargné. Il tourne la rondelle de la fréquence, bulletin météo sur la chaîne nationale. La journée sera chaude sous l'action de l'anticyclone Stéphane. On annonce 24 degrés à Berne et Genève, 25 à Bâle et jusqu'à 27 à Locarno. Nouveau tour de rondelle. Radio Laura. Il reconnaît le groupe punk TNT, monte le volume, la chanteuse crache en dialecte. Zürich brennt, die alte Wichserstadt, Zürich brennt, zu lang will ab. Zurich brûle, cette vieille branleuse. Zurich brûle pour en finir avec l'ennui. Il ne reste plus beaucoup de Tazzadoro dans le boîte en fer blanc. Ils en avaient ramené de la Casa del Café de Rome où ils s'étaient accoudés, al banco, tournant le dos au Panthéon et aux touristes américains. C'était leurs dernières vacances. Il trouve la fréquence de la radio suisse italienne, mais on y retransmet une messe. Il éteint le poste et dévisse dans le silence la Bialetti, héritée de sa grand-mère, morte elle aussi il y a peu. Il devrait un jour percer les trous du filtre, obstrués par le calcaire. La table de la cuisine est son espace, c'est là qu'il dessine. Avec Thomas, il mangeait sur le lit ou assis en tailleur sur le parquet de la chambre. Alexander ouvre l'un de ses carnets de croquis à une page vierge, trince un grand rectangle à main levée, et en son milieu dessine un diamant qui se transforme trait par trait en visage. Il ajoute les yeux, les lèvres et le nez, les cheveux à peine assurés. Puis viennent le torse, le bras droit plié à l'équerre et le gauche tendu en avant. Alexander embrage les triceps, fait surgir une main, et lui fait tenir une paire de ciseaux de couture. Il noircit ensuite l'arrière-plan. Le frottement de la mine contre le papier lui fait du bien. Il ne pense plus à rien, il presse le crayon de plus en plus fort. Le papier se charge de graphite. Se met à luire, Alexander se gratte le front et laisse une traînée charbonneuse. Crayonne encore, le papier s'amincit, devient friable et finit par se trouer.
C'est une ouverture minuscule sur le stratifié jaune de la table, juste au-dessus de la tête de Thomas. Alexander s'y engouffre, les pensées négatives l'envahissent. La facture impayée du gaz, le loyer en retard, les démarches à mener pour reprendre le bail de Thomas. Son propre compte en banque dans le rouge, ses parents qui ne savent rien de sa condition, le nombre inconnu de ses T4 attaqués par le virus, son espérance de vie ramenée à quelques années, il arrache le dessin. Les saccades de l'aiguille lui manquent, elle remplissait la chambre et accompagnait ses heures de lecture passées sur le lit. À l'oreille, il essayait de déterminer le point avec lequel Thomas était en train de coudre. Droit, zigzag, universel ou invisible. Levait les yeux de son livre et regardait son amant à l'ouvrage. Les muscles de la nuque tendus, des doigts rapides. Cliquetis du coupe-fil, pied sur la pédale, nouvelle saccade. Alexander reprenait sa lecture. Parfois, quand il n'entendait plus le bruit des pages en contrepoint de celui de l'aiguille, Thomas posait le pied à terre et demandait à Alexander de lui lire un passage à haute voix, sans connaître l'intrigue ou les personnages, juste pour le plaisir d'entendre sa voix. Alexander s'éclaircissait la gorge et se lançait dans la lecture. Thomas se redressait sur le tabouret, détendait sa nuque et souvent il quittait son établi pour venir s'étendre contre son amant. Alexander lisait en lui caressant les cheveux et calait son débit sur la respiration de Thomas qui, presque à chaque fois, s'endormait. Alexander posait alors le livre, l'enlaçait et s'endormait à son tour. Alexander dépose sur le lit les 4 jeans noirs de Thomas qu'il avait décidé de ne pas jeter. Il choisit la paire la plus usée et en aplatit le dénime sous ses paumes comme pour en attendrir la trame. S'assit à la table de couture, encombré de la panoplie de son compagnon. Autour de la machine, il y a des mètres rubans, des bobines de fil de toutes les couleurs, des canettes vides, des paquets d'aiguilles borin, un coupe-fil, des poinçons, des dés à coudre, des boutons, un cutter et des ciseaux de plusieurs tailles pour découper, broder, cranter. Il s'empare de la paire de ciseaux préférée de Thomas, passe ses doigts dans les anneaux et se met à découper en l'air une étoffe imaginaire. Il allume la lampe d'appoint, l'ampoule cuivrée se reflète dans les lames d'acier et révèle, autour de la vis frappée du nom du fabricant, Nogent France, l'empreinte du pouce de Thomas. Alexander y appose le sien, laisse une marque confuse sur l'acier. Il a envie de pleurer, mais les larmes ne montent pas, elles restent dans sa gorge. De l'index gauche, il effleure le fil de la lame, tranchant comme une feuille de papier, puis enfonce doucement la pointe dans la pulpe de son doigt. La chair blanchit sous l'effet de la pression, mais comme il ne sent rien, il appuie plus fort, et une très petite goutte de sang foncé perle dans une papille. Il porte le doigt à sa bouche, le goût de métal l'écœure. Il saisit le pantalon par la jambe, resserre sa prise sur les ciseaux et entaille l'ourlet, sectionnant des dizaines de fils de trame. Il dépaisse les 2 jambes, les ouvre, et au sol, le jean lui fait penser à une peau de bête. Alexander en mesure les dimensions avec le mètre ruban arc-en-ciel et les reporte dans son carnet. Pour compléter le fond du patchwork, il coudra entre elles les autres paires de jeans dont il retirera les passants, les poches, les languettes rouges et les écussons de cuir avec leurs chevaux écartelant un jeans qui ne se déchire pas. Il utilisera l'un de ses propres t-shirts sur lequel il fera imprimer la photo de Thomas pour la partie centrale de la composition. Avant de rencontrer Thomas, Alexander ne savait pas coudre. Il avait certes choisi les activités créatrices sur textile à l'école primaire plutôt que les travaux manuels pour ne pas se retrouver avec les garçons de sa classe. Mais à la machine, il ne pouvait s'empêcher d'emmêler les fils entre eux ou de coincer le tissu entre les fourches du pied de biche. Thomas lui avait montré les rudiments du métier assis derrière lui sur le tabouret, ventre contre dos. Il lui avait expliqué comment bobiner le fil intérieur, mettre en place la canette et enfiler le fil supérieur. Il lui avait aussi parlé des différents points et l'avait aidé à conduire l'ouvrage sans le forcer, en posant ses mains sur celles d'Alexander. Quelques fils dépassent du jean. Il en tire un sur toute la longueur de la jambe et le rond d'un coup sec. Il retire la housse en plastique. Sur la plaque en métal du plateau repose une parmenture en laine inachevée, l'aiguille encore plantée dans la fibre. Il tourne le volant pour faire remonter l'aiguille, coupe les fils et libère la pièce de tissu. Il la plie en faisant attention à ne pas se piquer aux épingles, retenant entre elles la laine et la doublure en satin. Elle la dépose sur la pile de vêtements qui ne seront jamais assemblés. Il joue un instant avec l'interrupteur, illuminant par intermittence le plateau de métal et les 2 fils qui pendent dans le vide. Cousu, point par point,
point pour toi, qui m'a pris dans ses bras lorsque j'ai appris que j'étais séropositif, qui m'a consolé lorsque tous les autres sont partis. Point par point pour toi, qui m'a montré que même contaminé, on pouvait vivre, sentir et aimer. Avec qui je me suis disputé lorsque nous n'étions pas du même avis. Point par point pour toi, toujours prêt à me recevoir, à m'écouter lorsque j'avais besoin de quelqu'un pour m'ouvrir mon cœur. Point par point pour toi, qui, lorsque j'en avais besoin, m'a aussi soutenu financièrement et qui m'a cousu sur mesure les plus beaux habits. Point par point pour toi, avec tes cheveux blancs et des lentilles vertes, pour toutes les nuits transformées en jours que nous avons passées à danser. Point par point pour toi, que je ramenais ivre-mort à la maison, qui savait toujours être de bons conseils, sauf pour toi-même. Point par point pour toi, parce que tu étais aussi démuni et vulnérable que moi, parce que tu étais trop fier pour avouer que tu étais malade. Point par point pour toi, qui a plus souffert de ta fierté que de tout autre mal, qui a choisi avant qu'un virus ne le fasse pour toi. Point par point pour toi, Thomas, par amour pour toi, avec tous ceux que je comprends et tous ceux que je ne comprends pas. Pour ceux que nous avons vécu ensemble, pour ton histoire, merci. Merci, car c'est toi qui m'as appris à coudre. Point par point. Finalement, je sais que chaque point est aussi un point pour moi. Merci.